Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de l'histoire récente de l'Algérie et de l'écriture romanesque en langue kabyle. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Malika Arabi et l'écrivain et universitaire Nasreddine Aitouali. Malika Arabi, bienvenue à Berber Télévision, bienvenue dans le Graffiti. Merci de m'avoir invité, je vous remercie. En tout cas, je suis très contente d'être ici. Ben, je t'en prie, nous aussi, nous sommes contents. Nasser Aitouali aussi, bienvenue dans Graffiti. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs de Berber Télévision. Merci donc d'être là une deuxième fois dans le Graffiti. On va commencer le débat avec Malika Arabi qui a publié 3 livres. On va commencer par le premier intitulé Éclat de vie. Donc c'est un récit très captivant où il y a beaucoup d'émotions. Donc et il y a l'histoire de ta famille, il y a aussi en filigrane l'histoire de l'Algérie, de la Kabylie, oui, bien tout simplement. sûr. Oui. Et donc, depuis toujours, tu as voulu écrire, n'est-ce pas? Tu le racontes dans le livre. Alors, comment est-ce que tu as écrit Éclat de vie alors? Eh ben, je l'ai écrit parce que je traversais une période très très difficile dans ma vie professionnelle. Oui. On a eu de gros problèmes à l'école, on a été muté par mesure disciplinaire parce qu'on avait attaqué en justice notre directeur pour harcèlement moral et sexuel et on a été puni. Et donc on m'a muté dans un village complètement perdu de la wilaya où je travaillais. Je partais à 6 h du matin, je revenais à 6 h du soir, 7 h du soir. Donc j'avais vraiment beaucoup de temps libre. Et c'est dans la salle des professeurs que je me suis mise à écrire, tout simplement, parce que je m'ennuyais. En tout cas, tu as bien fait parce que ce n'est pas seulement un récit autobiographique qui parle pour toi et pour ta famille, mais il parle pour tous les Algériens, pour tous les Kabyles. Parce que tu reviens au départ déjà à cette période rêvée de tous les êtres humains, l'enfance. Parfaitement, oui. D'ailleurs, moi, quand on me dit que c'est un récit autobiographique, je dis que c'est une autobiographie généralisée parce que tous les gens qui l'ont lu se sont retrouvés, des gens, des papas de famille, des grands-parents qui m'ont dit parce que oui, c'est une histoire qui nous est commune, absolument. Tous les gens qui ont vécu dans les villages kabyles peuvent se retrouver. Et puis aussi, c'est une période très difficile. C'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, quand même. J'ai ma jeune sœur qui me dit oh, quelle chance tu as d'avoir vécu cette période-là. On a tellement de choses à raconter que mais moi, je suis malheureuse de n'avoir rien à raconter. C'est une période très forte. C'est une période difficile, forte, en même temps enrichissante. Oui, elle est enrichissante, c'est une évidence, mais ce que tu racontes est à bien des égards terrible. Quand tu racontes ton frère, paix à son âme, on a envie de pleurer, effectivement. Parfaitement, oui. En fait, c'est émouvant parce que c'est la réalité. Oui. Il n'y a aucun maquillage, c'est vraiment tout ce qui est là est vrai. Et c'est ça qui fait, je crois, la force du livre. Et tu racontes dans ton livre comment Veddem, le frère aîné, il vient parfois, il est en maquis, il vient parfois à la maison, et il discute avec toi, il t'encourage. Il m'encourageait, j'étais très très jeune, j'avais 5-6 ans, et je me rappelle, Dias, il me mettait sur ses genoux, il ramenait un petit livre qu'il avait dans sa poche, et il me faisait lire. Parce qu'il voulait à tout prix, alors que le FLN à l'époque, il interdisait l'école, tout simplement, mais surtout aux filles. Mais moi, mon frère, il disait tu la laisses aller à l'école. Et je suis partie à l'école comme accidentellement, parce que comme mon frère, donc il a des maquis, ils ont convoqué toutes les filles du village. L'armée française, ils les ont convoqués pour aller à l'école. Inkini, je n'ai pas eu de convocation à cause de mon frère. Oui. Et donc, moi, j'étais toute malheureuse quand je voyais mes cousines, mes voisines partir à l'école. J'étais malheureuse. Puisqu'on ne t'a pas convoqué, tu ne peux pas y aller.
Et puis parce qu'à cause de mon frère, toujours on était là sur le. Et puis ملي بوضيك مثلا بديت ثنيس يما ثنيس فوالا ثنيس تبغى تروح على l'école تتسلو بياس خدمه يعني سي بانسكاش قاعد تروح على l'école. Et ben scanner avec les autres et tout ça. Et puis le maître adorable, il m'a inscrite comme tout le monde. Et puis voilà mon début de l'école. Quoi. Oui. Et puis il y a ce père absent qui est en France, oui. qui est aussi militant puisqu'il est dans la Fédération de France. Parfaitement, oui. Je crois que c'est ça c'est un peu ça qui a poussé mon frère à être dans le parti où il est très très jeune. Je crois que c'est le combat du père, c'est le père surtout qui a été servi d'exemple au fils. Oui, on va y revenir. Hein. Juste le temps de passer la parole à Nasreddine Aitwali, qui avait publié donc en 2013 aux éditions L'Odyssée un livre fort intéressant de la pédagogie de projet et de l'enseignement de langue amazigh en Kabylie. Alors cette fois, tu récidives avec aussi un écrit captivant. L'écriture romanesque kabyle d'expression berbère, 1946-2014. Je pense que c'est le premier livre qui fait un peu l'inventaire de cette écriture. Est-ce que je me trompe là, ça? Non, tu ne te trompes pas. Effectivement, c'est le premier livre qui est entièrement consacré au roman et à la nouvelle kabyle d'expression berbère. J'ai utilisé justement, où je me suis exprimé de cette façon, parce que je revendique aussi la kabilité d'une certaine écriture d'expression française comme Pharaon, Mamri, Djaout, etc. On va pas c'est notre patrimoine et ils n'ont pas pu s'exprimer en kabyle, ils se sont exprimés en français, comme d'autres aussi se sont exprimés en arabe. Voilà. Donc l'écriture romanesque, parce que là c'est un survol, pas un survol, c'est une étude plutôt du roman et de la nouvelle. Comme c'est le même principe, c'est une écriture romanesque. J'ai divisé le livre en deux parties, une partie consacrée au roman, dont on veut faire de sa naissance la date, on veut le dater de 1946 avec le texte du récit de Bled Etali, l'Ouali Nouder, qui était écrit et publié au début, initialement, comme conte par les pères Dulzel et Dalé dans le fichier documentaire berbère. Et à partir de 1973, on a commencé à s'interroger sur son inscription générique. C'est-à-dire, est-ce que c'est un conte, une nouvelle? C'était Paulette Galland-Pernet en 1973 qui s'interrogeait, qui proposait qu'on le classe comme nouvelle. Et donc d'autres se sont accrochés à cette idée de Paulette Galland-Pernet avant que Mesded, en 2000, dans la cyber-revue Ayamoun, propose justement de le catégoriser comme roman. Il en a les caractéristiques, des qualités. Je dirais que bon, c'est un roman certes primitif, ou on peut dire proto-roman, une sorte de proto-roman, et il dépasse par la longueur et la consistance aussi l'écriture d'une nouvelle. On peut dire que c'est un roman sans rougir, quoi. Même si c'est une écriture qui n'était pas préméditée dans l'esprit de Bled Etali. C'était écrit qui a eu une vie exceptionnelle, n'est-ce pas, une vie qui a été dans l'errance totale, chaotique, complètement quelque part fascinante. Oui. Comment de cette vie on peut sortir une telle œuvre, parce qu'il n'a pas écrit que El-Wali Nouder, mais c'est quelques centaines, 400 ou 450 pages de textes littéraires très très intéressants. Et c'était un autodidacte. Oui. Voilà. Donc, et là, c'est une étude donc de ce roman. Je voulais, à travers ce livre, cette étude, montrer ce qu'il en était de cette écriture, du roman et de la nouvelle,
de son évolution au point de vue écriture, donc dispositif de narration et d'écriture, personnages, thématiques aussi, et puis aussi au niveau de l'inscription identitaire, de la quête et de la revendication identitaire kabyle. C'est vrai. Et donc, à partir donc de ce texte ancien de Blaid Ait Ali, tu passes au pionnier et donc tu arrives à Rachid Alish, paix à son âme. Voilà, donc Rachid, il a écrit de très belles choses. Voilà, qui a travaillé à la chaîne 2 aussi. Oui, il a écrit ce qui était considéré jusqu'en 2000, plus tard aussi par beaucoup qui ignoraient cette proposition entre autres et qui n'était pas suivie de débats, de discussions et d'effets d'Amr Mezdad, comme le premier roman kabyle, Asfel, donc le sacrifice. Asfel, je pense que tout le monde, beaucoup de gens le connaissent sans l'avoir lu. Et je pense qu'il n'a pas été bien reçu par le lectorat, sauf d'une façon affective et symbolique. Oui. Parce que c'est une écriture qui s'inscrit dans le nouveau roman. Et c'est une écriture qui est difficile d'accès quand même, qui n'est pas beaucoup appréciée par la majorité des lecteurs de littérature qui préfèrent plutôt le genre traditionnel, une histoire, une intrigue, voilà, pour rentrer dedans. Et oui, le nouveau roman, c'est autre chose. Donc c'est ça qui a fait que, je suis sûr, Rachid Alish ne l'a pas réédité, contrairement à Fafa, qui est plus léger, Fafa, c'est un de ses autres romans, mais toujours de Rachid Alish en 86, qui a été réédité à Alger à compte d'auteur en 90. Et Fafa, on a encore l'influence du nouveau roman, et je pense qu'il a été influencé, comme il a fait ses études de littérature française à Lyon, je crois, en France, et c'était à l'époque la mode, le nouveau roman, les années 60-70, c'était le nouveau roman qui tenait. Il y avait des prix Nobel, Claude Simon et Grillet, etc. Écrire le premier roman, peut-être, j'allais dire, il était mal inspiré, mais il était, je pense, bien inspiré, parce que ce qu'il voulait faire, le premier roman dans une littérature, à ce moment-là, il était considéré comme le premier roman, dans cette écriture du nouveau roman, évidemment que la réception n'allait pas être... Même Mouloud Mamri, pardon, au départ, il en parlait comme un récit. Il avait du mal à l'accepter, peut-être comme roman. On va y revenir, Nassar. On va encore continuer ce cheminement avec Malika Arabi, qui nous raconte aussi ses années de lycée à Alger. Oui. Alors là, vous êtes un groupe de lycéennes, kabyles, vous êtes soudés, vous retrouvez un peu la famille, le village. On est parti de notre Kabylie, là, puis c'est l'internat. Oui. À l'époque, il n'y avait même pas de bus, on avait un seul bus qui venait d'Azfoun et qui partait jusqu'à Alger. On mettait 5 heures pour arriver. C'était vraiment une expédition, un vieux bus, là. C'était une expédition. Et quand on arrivait là, on était là pour 3 mois. On ne sortait pas le week-end. On attendait les vacances pour rejoindre nos familles. Et donc, on a vraiment, c'était... D'ailleurs, jusqu'à présent, mes meilleurs amis, les amis auxquels je pense avec les larmes aux yeux, c'est vraiment ces filles-là. De cette période-là. De cette période. Je n'ai jamais eu d'amis après. Après, c'est vraiment soufflé Kenekegi. Mais les amis, les vrais... 40 ans, 50 ans après, je les rencontre, on ne s'est jamais quitté. Et tu racontes la fierté de ces jeunes filles kabyles à Alger, vous parliez en groupe, en kabyle, bien sûr. On parlait. D'ailleurs, et tu écris d'ailleurs, je ne sais pas, qu'est-ce que nous aurions fait, c'est avril 80, nous avait trouvé au lycée. Au lycée, si on était encore ensemble. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Parce que on n'a rien, c'est-à-dire on ne pensait pas à l'identité amazigh, tout ça. Ça n'existait pas à l'époque, dans nos têtes, ça n'existait pas. Sauf que on a débarqué dans un lycée où la majorité des filles, ça parlait l'arabe. Oui. Ça parlait l'arabe et donc on était un groupe qui est comme des brebis égarés et on se retrouvait, donc on s'était soudés et
on parlait en kabyle. On parlait en kabyle, et ce qui est marrant, parce que j'entends des gens dire, mais on nous interdisait de parler le kabyle. Mais on nous a jamais interdit de parler le kabyle. On s'affirmait. On leur demandait pas la permission. On s'affirmait. Mais ça, c'était dans le lycée. Dans le lycée. Est-ce que c'était la même chose à l'extérieur du lycée Je ne sais pas ce qui se passait à l'intérieur, à l'extérieur. Sincèrement, on était à l'intérieur, nous. Oui. On était vraiment à l'intérieur, on était vraiment entourés des filles. C'était le lycée technique de jeunes filles qu'on l'appelait à l'époque. Toutes les régions d'Algérie étaient là. C'était le seul lycée technique. Donc, il y avait les filles du Sud, les Constantinoises, les Sétifiennes, les Oranaises. On était toutes là, et c'était l'arabe qui primait. Et on était un petit groupe ethnique. Eh ben, on faisait des fêtes semestrielles à chaque fin du. On s'était imposé. Il y avait une danse et une chorale à chaque fois. En kabyle. En kabyle. Et le soir, en sortant du réfectoire, là, il y a plein de classes. Devant une classe, on tambourinait sur un castel, et tout le monde était là. Et tout le monde, même Farah Vini, elle venait nous regarder, c'est quoi ces petites kabyles. Elle n'était pas hostile quand même. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça qui était. C'est bien que tu dises ce genre de témoignage. Sincèrement, il n'y avait aucune hostilité. Il n'y avait aucune. On les énervait un petit peu pendant le week-end parce qu'on ne sortait pas. Tout le monde partait, sauf les petites kabyles là. C'était trop loin. Donc, bah oui. Donc les maîtresses d'internat, elles s'énervaient un peu. Oh, ces petites kabyles, elles sont toujours là et tout. Parce qu'elles sont obligées de rester avec nous. Mais sinon, sur le plan langue, sur le plan. Non, sincèrement, il n'y avait aucune hostilité. Et du côté des études, est-ce que c'était bien mené? Est-ce qu'il y avait un niveau par rapport à aujourd'hui? Parce que ton livre, c'est pas seulement un témoignage, en tout cas pour éclat de vie, mais c'est aussi des clins d'œil sur ce qu'est devenu l'Algérie. On en reparlera, n'est-ce pas? Oui. Le niveau était très très fort. Le niveau était très haut. C'est simple, on était 100 filles dans le dortoir. Les 100 filles ont eu le bac. C'est incroyable. Les 100 filles, il n'y a pas eu un seul échec. Je parle des internes. Mais il y avait aussi cet intérêt pour les études. Peut-être plus pour les filles. C'était un moyen de s'exprimer. Oui, on ne faisait que ça. On avait intérêt à ne faire que ça. C'est-à-dire, on était bien réglés. C'est comme à l'armée. De telle heure à telle heure, c'est le dortoir. De telle heure à telle heure, c'est le réfectoire. Et après, c'était les études. Entre le dortoir, on avait cours. Mais après, on n'avait pas de temps perdu. Le temps perdu, c'était les études. Et la maîtresse d'internat, elle était là, elle nous interrogeait à la fin. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait? C'était les méthodes de l'époque, dans tous les internats, n'est-ce pas? En travail, on n'avait rien d'autre à faire. Donc, franchement, c'était très haut comme niveau. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le recul, que c'était vraiment une école de la vie aussi, pas seulement de l'instruction? De tout. Moi, je sais que l'internat m'avait formé. Je sais que j'ai le caractère que j'ai maintenant grâce à l'internat. Grâce à l'internat. Absolument. Ça veut dire que ce milieu-là t'a donné des valeurs quand même, des valeurs qui sont toujours valables encore aujourd'hui. En tout cas, les valeurs qu'on a reçues dans ce lycée, je sais que je les retrouve, je sais que Narek, ça m'a formé. C'est ma personnalité qui a été formée dès le lycée. D'accord. On va y revenir. Juste le temps aussi de faire une halte à travers les écritures donc en langue kabyle. Donc parmi les pionniers, il y a aussi Saïd Saadi qui a écrit quand même un roman qui s'appelle Askouti. Oui. Askouti, tout le monde reconnaît les qualités de ce roman quand même, qui est l'un des premiers de 1983. Et même au niveau, c'est une écriture facile, très littéraire, et avec une originalité, point de vue narration, c'est que c'est un roman sur la quête identitaire kabyle, amazigh, revendication. Il a pour référence l'avril 1980, donc le printemps berbère, et au lieu, il met en scène un personnage de policier. Tu vois, au lieu d'avoir un héros qui va lutter, qui va manifester, qui va revendiquer, il met en scène un personnage de l'autre côté de la barrière, du côté de ceux qui répriment, et qui va être dans une espèce de conflit intérieur, parce que c'est un Kabyle qui va réprimer les Kabyles, et on l'envoie à Tizi pour réprimer
ses frères. Et là, il est mal, il fuit parce que c'est la honte par rapport à la famille, par rapport au village. Et il se retrouve dans un conflit, dans une espèce de tourmente. Et le récit se déroule, une espèce de tourmente qui n'arrive pas à élucider, qui n'arrive pas à surmonter. Le déroulement du récit met en scène quand même la barbarie du système, du régime et de la répression policière. Je trouve ça d'une finesse, d'une intelligence pour faire connaître, parce que ce n'est pas le héros, c'est l'anti-héros qui fait connaître la force de cette revendication et étudiantine. Effectivement, c'est bien mené. Et puis on arrive au premier... Dommage qu'il n'ait pas produit d'autres. S'il nous entend, peut-être qu'il en a d'autres écrits. En tout cas, il produit en langue française, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Nous le saluons. Et puis donc, on arrive à l'écriture très intéressante d'Ammar Mazdad. Ammar Mazdad, je pense que c'est la référence. Tout le monde, je pense, est d'accord pour dire que c'est le meilleur auteur, le meilleur écrivain d'expression kabyle. Ce n'est pas lui jeter des fleurs, mais reconnaître son travail. Il a fait un travail formidable. C'est un travail qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est bien de le signaler. Son premier roman paru en 90, je crois, Erdouès, ça a été fini en 83. Oui, il a été écrit bien avant. Des années plus tard. Puis c'est quelqu'un aussi, on ne connaît pas durant les années 70, qui a traduit Katb Yassine en kabyle, qui a fait beaucoup de choses, qui a édité son premier recueil de poèmes Tafounesti Goujil en 77. Cela fait 40 ans qu'il écrit et qu'il publie. Et de la littérature de très bonne qualité, une écriture qui n'a pas à rougir devant l'écriture littéraire française ou anglaise. On a vraiment un auteur qui écrit très très bien, qui a une grande culture. Un auteur qui pourrait être traduit aujourd'hui dans les langues internationales. Oui, sans problème. Son écriture est très universelle. C'est une écriture littéraire d'une très très grande qualité. Quelles sont ses thématiques en général? L'œuvre d'Ammar Mazdad est traversée en gros par taqwaylit, code et langue. Et puis il y a l'opposition, modernité, authenticité, montagne, monde rural et ville. Donc ça traverse toute son œuvre, y compris ses nouvelles. Il a écrit un recueil de nouvelles qui est très très bien fait. Touraline, c'est le titre d'une des nouvelles qui va être, mais qu'il est en train de traduire. Je pense qu'il va être bientôt publié en français. En langue française. Voilà. Donc, très bien. Très voilà, bien. Pour faire connaître notre littérature, quand même, ça, je suis vraiment content de nous sommes tous contents. On va revenir à Malika. Donc, je disais tout à l'heure, le livre, c'est pas seulement un témoignage, un récit, c'est aussi des clins d'œil sur le présent. Et donc, Thaqbaylit, valeur en général, elle y est. Et puis, il y a aussi ce combat pour l'honneur, la dignité de la femme. Oui, parfaitement. Parfaitement, on retrouve tout cela. Et on retrouve même un texte de notre ami Arzqi Hamami, à l'époque donc militant du RCD, qui a toujours défendu donc le droit des femmes. Le droit des femmes, parfaitement. Parfaitement, parce que mon clin d'œil, je t'ai raconté tout à l'heure le fait qu'on se soit plainte pour harcèlement moral et sexuel, et on se retrouve puni. Et ça, ça m'est resté encore là, j'arrive pas à digérer. En plus, la dame qui nous avait mutés, c'était une femme. Enfin, la dame, celle qui nous a mutés, c'était vraiment une femme, c'était la directrice de l'éducation de Boumertes, Santos. Alors, le directeur toutes sortes de misères, on s'est plaint et on se retrouve muté. Ça, c'est... Muté pour des considérations... Parce qu'on a quelles osé, considérations ils n'ont rien donné comme excuse. On a osé. C'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. On a osé porter, c'est-à-dire maintenir l'enseignement. C'est une institution sérieuse, c'est une institution où ça travaille, où c'est... Bon, et hop, harcèlement sexuel dans une école. C'est quoi cette histoire?
Et donc, on avait écrit, on avait fait plein de rapports à la directrice qui nous a jamais écoutés, elle n'est jamais venue. C'est-à-dire, on vous a reproché d'avoir dénoncé. Pourquoi vous avez dénoncé? Voilà. Pourquoi vous avez dénoncé? Lui, le directeur né, il a eu presque une promotion parce que de Boumerdas, il est parti à Alger, maintenant il est encore à Alger. C'est incroyable. Ah ben oui. Donc, on a beau dire, on dira tout ce qu'on veut, mais il y a toujours du chemin à faire dans ce domaine. Il y a domaine. vraiment, dans le domaine féminin, dans le domaine de la femme, il y a du chemin à faire. Il y a des choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faudra le faire. En attendant, on fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec Malika Arabi qui a publié Éclat de vie, Marcher dans les pas de mon père et Destin brisé chez Tiwizi Productions, et Nasreddine Aitouali qui a publié aux éditions de l'Odyssée, Siza Tizi Ouzou, l'écriture romanesque kabyle d'expression berbère. Je reviens vers toi, Nassar. Donc, il y a aussi Salem Zenia. Tu le places dans le premier relais. Voilà, donc en fait, il y avait les pionniers donc des années 80, Rachid Ali chez Saïd Sadi, et puis le premier relais, c'était ça, Mezdad, en fait, par rapport aux dates de publication. Oui, donc quand on écrit, on prend en considération la date de publication. Donc Zenia et Amr Mezdad. Amr Mezdad, je voudrais justement ajouter quelque chose tout à l'heure. Donc par rapport à son œuvre, au niveau des thématiques, au niveau des, il y a vraiment, il se construit une œuvre au sens propre du terme. Je pense qu'une œuvre encore en formation et qu'on aura encore de beaux textes. Oui, il la continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà, hein. Même au niveau écriture, au niveau thématique, il n'y a pas de fixation par rapport à là, c'est toujours la même histoire. Donc il y a de très belles histoires qui se déroulent très très bien, qui nous captivent, on plonge dedans. Voilà, il écrit des romans qu'on a envie de lire. Et on a Selm Zenia aussi des années qui viennent de publier en 2015 son troisième roman ici en France. Selm Zenia aussi, son écriture, il a une belle écriture. Et sa particularité, c'est une écriture avec un usage d'une langue. Il fait partie de quelques auteurs, de gens qui s'inscrivaient notamment durant les années 90. On voulait faire une langue pan-berbère tamazight, reconstituer. Ça revient avec l'actualité. On en parlera tout à l'heure. Donc un usage quand même assez important de néologie. Quand je dis néologie, ce sont des emprunts internes à tamazight, donc du libyen, des autres variantes de langue amazigh. Voilà, des autres parlers ou langue amazigh. Et son écriture aussi, notamment les premiers romans, s'inscrit dans cette revendication. Stefrera, le premier roman, c'est les événements de 80, mais c'est l'autre versant, contrairement à Saïd Saadi. Donc c'est le héros, le jeune héros, Idir, qui va lutter, qui va payer de sa vie son combat pour le recouvrement de son identité amazigh. Mais il est constant, il écrit, même si il a écrit aussi de la poésie, il a publié de la poésie, des contes. Il est aussi journaliste, il a dirigé aussi un excellent journal qui n'existe plus, Izoran. Oui, c'est quelqu'un qui est constant, que depuis longtemps il produit, il travaille pour la langue. Voilà, on ne doit pas avoir, pour avoir une littérature de qualité, on doit avoir différentes plumes de qualité. Oui. Voilà, qui écrivent de différentes façons, sur des thématiques différentes, des références différentes. Il faut sortir de la pensée unique. C'est bien que tu le dises, Nassar. À ton avis, pourquoi la disparition d'un journal comme Izoran, qui avait donc beaucoup de pages en langue kabyle, n'a pas suscité l'émoi, l'émotion? C'est un journal qui est mort, et il est mort de sa belle mort sans que personne ne réagisse.
Je pense qu'il y a une mutation, une crise de valeurs chez nous. On n'en parle pas beaucoup, je vais essayer en quelques mots. Donc, il y a de moins en moins d'idéalistes. Ce sont les idéalistes qui pleurent ce genre de disparition. Ce ne sont pas les gens qui ne pensent qu'à se remplir les poches, qui ne pensent qu'à manger, La différence, les générations passées, même en France, hein, les gens voulaient changer le monde. Ces générations ne pensent qu'à changer leur monde, leur petit monde. Oui. Donc, les gens qui ne pensent qu'à changer leur petit monde ne vont pas pleurer la disparition d'un journal. D'une publication de niveau. C'est pour l'identité. Je dis comme ça parce qu'on a pleuré des publications autres. Hein. C'est pour ça qu'on a fait la différence. On a pleuré des publications qui avaient nettement moins de valeur que Isolan, par exemple. Mais, parce que les systèmes, en gros, les gouvernants, les classes dominantes gouvernantes dans tous les pays du monde n'encouragent pas la pensée critique réfléchie. Ils veulent que tout le monde soit... leur envie première, c'est d'abrutir les peuples pour à les dominer, à les manipuler comme ils veulent. Tu ne vas pas imaginer qu'ils vont éduquer, instruire les gens, les éduquer, leur apprendre à penser pour qu'ils les chassent de leur pouvoir. Non, quand même, ils ne sont pas suicidaires. C'est vrai, malheureusement. C'est pour ça que l'école est dans cet état lamentable. Lamentable, c'est une école qui n'apprend plus aux gens à penser, à réfléchir. Malika, quand je parle de l'école jusqu'à l'université. Oui, tu peux nous dire un mot justement, sur l'école fondamentale, c'est apprendre à l'enfant à répéter. L'enfant, par exemple, moi je me rappelle quand j'avais mon premier enfant, enfin mon premier garçon, il est rentré à l'école et puis il lisait. Première année, il lisait très très bien. Il prend le livre et il lisait. Et puis j'avais une copine qui a son fils dans la même classe que mon fils. Elle le voyait lire. Après, elle lui disait, écoute, montre-moi les lettres. Il lui montrait les lettres. Elle a dit, mais mon fils, il ne fait que répéter. Bon, mon fils, il sortait un peu du lot, il a toujours été le premier, donc il a appris à lire. Mais la majorité des enfants, depuis la première année du primaire jusqu'à l'université, on leur apprend à répéter les mots. À mémoriser, à répéter. À mémoriser les textes. Un enfant, on lui ferme le livre, il récite. On ouvre le livre et on lui dit, bon alors, tu me lis? Il est incapable de lire. Voilà. Et je rebondis sur votre histoire que j'avais suivi à travers la presse. Là, ça me revenait. Donc, comme tu disais, la mutation par tu sais, le système scolaire algérien, le système scolaire français, on imite. C'est un héritage du colonialisme. Parfaitement, oui. Donc, une fois, il y avait une fronde ici d'instituteurs, je ne me souviens plus comment s'appelait l'institut, c'était par rapport à une réforme, à un truc du temps de Luc Chatel, ministre de l'Éducation. Je me souviens, il avait dit à la radio, Luc Chatel, un instituteur, il est là pour apprendre aux enfants à obéir. Et il ne faudrait pas que l'instituteur n'obéisse pas. Ah oui. Donc c'est ça le système, il faut qu'ils apprennent juste à obéir, pas à réfléchir, pas à remettre en cause ce qu'on leur dit. Non. Et dans ton cas, il faut être muté, il n'y a pas d'explication, tu obéis, ou sinon tu te casses. Moi aussi j'ai été enseignant, je sais ce que c'est, j'ai eu des problèmes, plein de trucs, je ne vais pas les raconter, c'est pas le propos, mais ça a été jusqu'au licenciement, tu vois, c'est pas un truc, voilà, c'est ça le système éducatif. Ici aussi, c'est pas terrible. On a imité un mauvais système éducatif, en fait. Ce n'est pas donc le bon choix. Et je voudrais quand même qu'on revienne à éclat de vie, Malika Arabi, puisqu'il y a le portrait de la mère. Et il faut que tu nous dises quand même des choses sur cette mère aimante, bien sûr, qui a tout vu dans son existence. Oui, elle a beaucoup. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Déjà, dans son enfance, elle a perdu tous ses frères et sœurs. Ils sont tous morts d'une maladie mystérieuse à l'époque, mais ils sont tous morts d'un cancer. Et donc, c'est une femme qui a beaucoup souffert. Et après, mon père est parti, donc il est venu ici en France. C'est elle l'homme et la femme
comme toutes les mères kabyles. Hein. Oui. Elle a joué le rôle du père et de la mère en même temps. Et tant qu'elle avait son grand-fils avec elle, il l'a secondé. Et hop, il s'en va au maquis. Quand il est parti au maquis, elle était effondrée. Bien sûr. Et il est parti subitement d'ailleurs. Oui, il est parti subitement. C'est-à-dire que, bon, il racontait pas à sa mère ce qu'il allait faire. Il travaillait déjà pour le mouvement nationaliste. Il travaillait déjà, il disait rien à sa mère. Et le jour où il a essayé de lui parler, c'est-à-dire c'est le dernier jour vraiment où il lui a dit « je m'en vais ». Et bon, évidemment, elle a essayé de le retenir. C'était son fils unique. Il était là, il l'a secondé. Elle avait 4 filles avec un garçon. Il fallait pas que le garçon s'en aille. Et évidemment, il l'a pas écouté. Il avait son caractère. À 15 ans, c'était déjà un homme. Et donc, elle était, depuis qu'il est parti au maquis, je me rappelle, elle passait son temps à pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Au point où, après, elle a eu des maladies. Elle est morte jeune, hein, de toute façon. Paix à son âme. Paix à son âme. Et puis, donc, toujours dans le livre, hein, tu fais des allusions aussi à ce détournement, hein, de toute cette lutte, de toute cette génération, hein, donc à l'Algérie indépendante. Oui, hein. Oui. Et en tant que personne déjà, avant d'être enseignante, intellectuelle, écrivain, il y a quand même un mal à exister dans un système qui a un peu travesti les meilleures valeurs. Parfaitement. Toutes les valeurs ont été... il vient de le dire, on ne pleure pas un journal qui est parti, on ne pleure pas. Ben oui, on n'a plus de valeurs chez nous. Les gens qui ont de la valeur, c'est les gens riches. D'où les enfants, moi je suis désolé, ils ont un prix, ils n'ont pas de valeur. C'est-à-dire, oui, bien sûr. C'est peut-être, on va dire un prix. Qui a un prix, à mon sens, n'a pas de valeur. Oui. Mais je sais que, par exemple, les enfants à l'école, ils refusent de travailler. Oui. Ils refusent de travailler. Et quand tu leur dis, mais pourquoi tu n'apprends pas tes leçons, tu ne fais pas tes exercices? Pourquoi? Mon père est ingénieur, ma mère est médecin. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Flan, il n'a rien fait de sa vie, il n'a même pas fait d'études. Il roule en Mercedes. On n'a plus de valeur. Nous, à Smilqar, on voulait, c'est-à-dire nous, notre génération, on voulait sauver le monde. On voulait changer le monde. Ce n'est plus C'est une génération qui avait des rêves. On avait des rêves, bien sûr. On avait des rêves, on voulait les réaliser. Collectifs. Des rêves collectifs. Voilà, individuels et collectifs. Oui, les deux. On voulait arriver. Les rêves individuels. Tout là, c'est individuel. Et quel rêve? C'est vraiment des rêves matérialistes, peut-être. Des rêves matérialistes. Il ne reste plus les rêves, ni les beaux rêves qu'on faisait. Non. Tout là, les filles, une jeune fille de 18 ans qui t'épouse un bonhomme de 60 ans, 70 ans, parce que c'est un émigré, il a de l'argent. On rêvait d'amour, on rêvait du prince charmant, on rêvait... Ce n'est plus pareil. C'est pas pareil. Les valeurs ont changé. C'est dommage, oui. On va y revenir, Malika Arabi, juste le temps que Nasreddine Aitouali nous parle un peu de l'écriture féminine en langue kabyle, parce que c'est bien que tu en parles aussi dans le livre. Voilà, donc j'ai consacré un chapitre pour le seul roman écrit par une femme, Linda Koudej, donc Achi Wintmis. Oui. Et Linda Koudej aussi a produit une nouvelle dont je parle dans la partie nouvelle. Et c'est un récit quand même qui renvoie directement déjà à quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent plus ou ne reconnaissent plus à Achi Wintmis. Donc il faut revenir à l'architecture et au mode de vie ancestral. Les gens, moi je l'ai connu, donc je me rappelle de ça. C'est le coin du feu, c'est la petite hutte. Ça n'a pas d'équivalent déjà en français parce que c'est typiquement kabyle. Et c'est un récit qui va aussi, parce que Achi Wintmis, c'est là où se déroulent aussi des drames dans ce récit, dans cette histoire. C'est un monde féminin. C'est des représentations aussi de la condition féminine. La condition féminine kabyle, justement. Et c'est écrit d'une
avec une belle plume, très poétique, parce qu'elle fait aussi de la poésie. Elle a publié de la poésie en français. Et je l'ai lu pratiquement d'un trait. Voilà, donc j'étais plongé dedans, ça m'avait surpris. La qualité du texte m'avait surpris. Je te disais tout à l'heure à l'extérieur que le premier critère du jugement était quand même subjectif. Ça te plaît ou ça te plaît pas un texte littéraire. Et je pense qu'il y a beaucoup, je l'ai dit dans des émissions radio plutôt, que je pense que beaucoup de femmes écrivent des romans, des nouvelles, mais n'arrivent pas à publier. L'édition est un parcours du combattant kabyle parce qu'il n'y a pas de lectorat. Il n'y a pas de lectorat, ce n'est pas rentable économiquement et les éditeurs sont des entreprises. Ils ne peuvent pas se permettre des pertes indéfiniment. Et il y avait pendant quelques années des subventions du ministère de la Culture, donc c'était sous forme d'achat. La Bibliothèque nationale acheté, je crois, 2000 exemplaires, mais c'était parti c'était pas pour les bons textes, quoi. Bon, c'est des relations, les gens qui sont dans le système ont bénéficié, d'autres ils n'en bénéficiaient pas. C'est comme ça que ça se passe, c'est dommage. Et pour la poésie féminine, alors, est-ce que tu peux nous dire un mot quand même? Il y a beaucoup de femmes qui écrivent de la poésie en langue kabyle. Oui, il y a beaucoup de poètes, de femmes poètes, et cela, je pense, a toujours existé. Et si on revient, pourquoi il y a cet attrait ou ce goût de la poésie, si on peut parler ainsi, la transmission de la tradition, de notre mémoire, c'est transmise par la poésie, par les proverbes. C'est la transmission orale, c'est la tradition orale. Et la gardienne de la tradition et de la mémoire, ça a toujours été la femme dans toutes les sociétés traditionnelles. Et c'est ça qui fait, je pense, que cela perdure. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de femmes qui font de la poésie, de la très belle poésie. Et même pendant la guerre, je rebondis, il y avait beaucoup de femmes. Manem Afoufi a fait une étude. Il y a aussi... on pourrait dire les guerres. Hein, c'est pas seulement la guerre de libération nationale. Il y a des textes de femmes de la guerre de 1871. Oui, extraordinaires. Des textes qui ont été publiés, des livres qui ont été publiés, Mahfoufi ou Ramdan Leshab, avec 2 ouvrages sur la poésie des femmes de la région des Douala pendant la guerre de libération, et même avant. Il y a des poèmes. Bien avant, et dans toutes les régions d'ailleurs. Ah oui, il y a beaucoup de poésies qui ont pour thème cette guerre de libération. Et juste pour rebondir par rapport à cette histoire de guerre, où l'attrait à la mémoire et à l'histoire est beaucoup présente dans cette écriture, notamment des romans. Les nouvelles, c'est autre chose. Tu consacres un chapitre à ce thème d'ailleurs. Donc l'histoire, là c'est le roman et l'histoire, le roman historique avec notamment Omrul Amara. Et un roman, d'Amr Mezdad, c'est l'histoire de Bnei Wali. Quand il a publié, Bnei Wali n'avait pas encore été réhabilité, qui a été assassiné. Officiellement, il n'est pas encore réhabilité jusqu'à aujourd'hui. Quand même, il y a eu une action de réhabilitation. C'est dans la société civile, pas à l'échelle étatique. Hein. Mais l'État ne va pas reconnaître qu'il l'avait exécuté quand même. Attends, le FLN l'avait exécuté. Donc, ils ne vont pas reconnaître ce genre de choses. Il ne faut pas rêver, peut-être dans un siècle ou deux. Peut-être plus tard. D'accord, Nasreddin Aïtouali. Donc, je reviens à Malika. Donc, tu as publié aussi Marcher dans les pas de mon père en 2012, toujours chez Tewizi. Alors, ce texte, en quoi il est différent d'Éclat de vie? Alors, c'est-à-dire que moi, quand je me suis mise à l'écriture accidentellement, même si j'en ai rêvé toute ma vie, et puis quand j'ai fait Éclat de vie, c'est d'où son nom, hein, c'est vraiment des morceaux comme ça de ma vie, de la vie en général. Et puis quand les gens ont lu ce livre-là, il a eu un très bel écho. Hein. Et puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais on est resté sur notre faim. Là. Et ça manque, il faut faire quelque chose. Et j'ai reçu une lettre d'un monsieur qui m'a dit, écoutez, il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai la lettre du monsieur, je l'ai vraiment écrite dans ce livre, elle est là, c'est elle qui m'a servi de préface.
il me demandait d'écrire encore, de développer des sujets. Et puis moi, comme dans ce livre, les sujets qui m'ont dans Éclat de vie, les sujets qui m'ont vraiment intéressé au plus profond de moi-même, j'ai pris donc deux personnages, mon père qui a joué un très grand rôle dans ma vie, comme tous les papas vis-à-vis de leur fille. Donc mon père, c'est lui qui m'a encouragée à, malgré les tabous, malgré j'étais la première fille du village à avoir eu mon examen de 6e, à être partie dans un lycée. C'était le bout du monde, hein, quand on sait qu'on habite dans un petit village là en Kabylie et qu'on se retrouve à la capitale tout à coup. C'est vraiment de l'Oarva tout à l'heure quand je dis de l'Oarva, c'est vraiment de l'Oarva. C'est un exil dans son propre pays. C'est vraiment un exil, c'est vraiment un exil. Et mon père, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit il faut pas l'envoyer au lycée. C'est quoi cette histoire? Une fille, tu gardes une fille au lycée, elle va se marier de toute façon, hein, etc. etc. Mon père, quand même, il et puis il comme on dit. Donc il m'a envoyé au lycée, il m'accompagnait chaque fois. C'est magnifique quand même. Magnifique. C'est un homme qui a été magnifique. Et donc, je me disais que quand même, c'était un devoir de lui rendre cet hommage-là. Mais tu as bien fait. Tu as bien fait. On va y revenir. Le temps de dire à Nasreddine Aitwali ce qu'il pense de ce projet d'académie. Maintenant, l'Algérie officielle a élaboré une nouvelle constitution. Il y a beaucoup de supercheries dans toute cette démarche puisque la langue amazigh n'est pas encore reconnue en réalité. Il faudra du temps. Mais déjà, beaucoup de gens parlent d'une académie amazigh berbère. Voilà, donc en fait, cette constitutionnalisation ou c'est une véritable escroquerie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme statut? C'est un statut de langue sous-officielle. Langue officielle, pourquoi? Comme j'avais écrit quelque part, comme un ministre sans portefeuille. On ne sait pas quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas mis... Pourtant, je pense que l'amazigh, c'est la langue originaire d'Afrique du Nord, c'est pas l'arabe. Ben oui. L'arabe, qui s'est invité au 7e siècle en Afrique du Nord, est langue officielle. La langue de l'État. L'Algérie est une terre arabe. Non, elle n'a pas été terre arabe. L'Algérie n'est pas une terre arabe, c'est une évidence. Voilà. Toute l'Afrique du Nord n'est pas une terre arabe. Ouais. Voilà, comme des chiens, un os. Et il y en a qui sont très contents. Ils jubilent dans les médias, dans les trucs. L'État nous a enfin reconnus. Mais qu'est-ce qui nous... C'est à eux de nous reconnaître. Mais c'est pas possible, on existe. Et voilà qu'il y a aussi avec ça, tu sais, il y a Selim Chaker qui a fait une conférence il y a quelques temps à Marseille, je crois, je l'ai vu sur Internet. Oui. Il disait qu'il se posait la question, il se demandait si le Maroc et l'Algérie n'avaient pas eu recours aux mêmes experts pour rédiger cette partie de la Constitution. Oui, c'est le même texte. L'Algérie a copié les Marocains, puisque les Marocains l'ont fait en 2011. Et je pense qu'il a raison, parce que cette histoire d'académie nous renvoie quand même, parce que la première académie, c'est l'Académie française en 1635. C'était un régime monarchique féodal. Et le cardinal Richelieu était chargé de créer cette académie. Il voulait tuer les patois pour imposer de force une langue. Donc c'était un contexte historique différent. Oui. Et là, ça nous donne une idée du fonctionnement de notre système politique. C'est une monarchie qui ne dit pas son nom. On reprend les mêmes trucs. On n'a pas de cardinal, on en a trouvé un, Hamdou Yahya. C'est le nouveau cardinal. Donc, son académie, et on l'a entendu à la télé, il a dit on va créer cette langue. Mais notre langue existe, avec quoi est-ce qu'on parle chez nous? Oui. Ils vont nous créer une langue, ils se chargent de créer une académie où ils vont trouver des experts. Ils utilisent le mot expert. Tu sais, l'expert travaille pour ceux qui le payent. Bien sûr. Il n'est pas indépendant. Une académie, véritable académie, moi personnellement, je suis contre le principe de l'académie. Ça se trouve que dans l'académie, que dans les monarchies. C'est une police linguistique, en fait.
La police politique, la police judiciaire, la police criminelle, je ne sais pas, dans la police linguistique, c'est la police pédagogique, l'école, la police médicale, dans la police linguistique, la police médicale, la police linguistique. C'est-à-dire qu'il a besoin de gens qui produisent, qui écrivent, qui s'investissent réellement comme les auteurs de Nadar. Je ne sais pas, Mzdad fait un travail remarquable, par exemple, dans la quête de mots, d'expressions dans notre culture et qui réinvestit dans son écriture. Ce qu'a fait aussi avec, d'une façon magistrale, Boualem Rabia dans son unique roman Nigusnan. Nigusnan, qui est paru aussi chez l'Odyssée. Alors qu'est-ce qu'il raconte rapidement, Nassar, ce livre? C'est une sorte d'épopée, c'est un peuple qui veut retrouver ses origines, sa terre, donc dans la montagne, parce que il a été dans la plaine, et puis à un certain moment, la jeunesse de ce groupe social ethnique veut retrouver ses origines, sa montagne, donc sa terre, sa langue, sa culture. Donc un retour aux sources. Un retour aux sources qui est formidable. Ça va apporter quelque chose. On va créer une académie, elle va gérer quoi? Et qui est-ce qui va investir? Est-ce que tu connais dans le monde des lettres? Parce que je ne pense pas qu'une académie va être investie par des linguistes. Un linguiste, il est normatif, il ne va pas nous créer une langue. Ce sont l'Académie française, l'Académie belge, ce sont des auteurs, ce sont des romanciers, des poètes qui sont dans ces académies. Ce ne sont pas... Les linguistes, c'est l'Académie des sciences, leur place. Très bien, très voilà. bien. En tant qu'universitaire, on ne peut pas rêver d'être dans une académie, c'est pas possible. Très bien. Mais là, ça m'énerve. Oui, il ne faut pas s'énerver, ton message est passé. Parce que ce n'est pas possible. On est en train de vouloir tuer définitivement ces langues amazighes parce que amazigh, c'est comme le latin, c'est fini. D'accord. Tu peux pas, on ne peut pas reconstruire, tu peux pas, quelqu'un qui est mort, c'est terminé, ça y est, on passe à autre chose, c'est une autre étape maintenant. Sinon, on est mort, définitivement. C'est ce qu'on veut nous faire. On ne va pas mourir, ça c'est une évidence. Non, on ne va pas en venir. Je reviens à Malika pour qu'elle nous dise un mot sur Destin brisé, publié en 2015, toujours chez Tewizi. Oui, alors Destin brisé, alors c'est encore un morceau, un autre morceau que j'ai pris d'Éclat de vie. C'est donc, j'ai parlé d'une de mes sœurs qui a eu vraiment un destin hors pair. Hors pair, mais chicken brisé, s'il y a un mot qui peut décrire plus son destin pire que ça. Donc, alors c'est une fille, elle s'est mariée à l'âge de 15 ans. Elle a épousé un maquisard. C'était un copain à mon frère. Parce qu'il ne fallait pas qu'on la voie de la caserne militaire qui n'était pas très très loin de chez nous. Donc, et un an après, je crois, quelque chose comme ça, elle gazait Yaranda. Terrible. Voilà. Donc, elle a fait un mariage catastrophique pour en définitive voir son mari partir de l'autre côté de... Et là, j'ai raconté justement son mariage, comment ça s'est fait et tout ça. Oui. Et j'ai raconté surtout son mari. J'ai été le voir, je l'ai rencontré, parce qu'après, bon, il s'est rendu, après en 62, en France, avec des parce que, et en fait, il a eu beaucoup de problèmes au Maki, on l'a accusé d'un vol qu'il n'a jamais commis, et il a été maltraité, il a été battu, il a eu toutes sortes de sévices corporels, moraux aussi. Oui, bien sûr. Voilà, et donc, Yaranda, il avait 18 ans, hein, il était très jeune, il a subi tout ça, donc Yaranda. Et puis en 62, donc, parce qu'il y a ça le vatal. Donc moi je suis toujours, j'aime mon pays, je ne suis pas harki, de cœur je ne suis pas harki. Il a passé 6 ou 7 ans, le hifz c'est Bchar. Et puis, ça, c'est après l'indépendance. Après l'indépendance. Après l'indépendance. Et donc, après les 7 ou 8 ans de nuit, il a eu une permission. C'est même pas une permission. Il s'est sauvé de Bchar et
parce qu'il avait peur de rester, parce que donc il avait peur de revenir en Kabylie. Il est venu ici en France et il n'est plus reparti en Algérie. Et il voulait ramener sa femme et ses enfants. Il avait deux enfants. Oui. Il n'est pas question de là, français, machin, truc et tout ça. Oui. Et donc, il s'est remarié ici, il a refait sa vie, évidemment. Et je suis partie, je l'ai rencontré. Je voulais. Moi, je ne nourris aucune haine, aucune animosité vis-à-vis de cet homme. La haine ne construit absolument rien. Absolument. J'ai toujours énormément d'affection pour cet homme-là, que je considère toujours comme mon beau-frère, parce qu'après tout, il a 2 enfants avec ma sœur, il a maintenant 4 petits-enfants, donc je le considère toujours comme faisant partie de ma famille. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Alors, donc, je l'ai écouté. C'est très bien, malheureusement, notre voyage littéraire se termine, on arrive au bout de l'émission. Peut-être un dernier mot, Nassar, ou bien on a oublié quelque chose, mais rapidement. Rapidement, juste par rapport aux nouvelles, donc on retrouve des thématiques différentes, beaucoup plus universelles, beaucoup plus peut-être tournées vers des histoires d'amour, des anecdotes, des histoires de mort, d'amour. Mais on a toujours en arrière-plan cette inscription dans un combat, dans une lutte identitaire. Et si je peux me permettre justement par rapport aux langues, à la langue tamazight et les langues, c'est un processus naturel. Il y a des langues qui meurent et qui donnent naissance à d'autres langues comme le latin, le français, l'espagnol. Et je pense que pour ce qui est des langues amazighes, on parle de langue amazigh, il est temps de dire la réalité, de reconnaître qu'il y a plusieurs langues amazighes. Et puis, il n'y a pas reconstituer cette langue ancestrale dans un espace qui couvre plusieurs États, dont certains n'ont même pas de relations diplomatiques entre eux, relève de l'utopie et va certainement porter beaucoup plus de tort à ces langues amazighes qui sont parlées. La nature fera peut-être que certaines de ces langues vont se rapprocher, qui sont déjà dans une certaine proximité, et que la production littéraire et l'enseignement va pouvoir les rapprocher et peut-être les réunifier, sinon que chaque langue évolue et ne soit pas mise en permanence en danger de mort comme ça. Très bien, Nassar, c'est une belle chute porteuse d'espoir. Merci d'être revenu dans le graffiti et bonne continuation. Merci Malika, à toi aussi un dernier mot, ou bien on a oublié quelque chose, mais rapidement. On n'a pas oublié grand-chose. Je crois qu'on a survolé très, très brièvement le tout. En tout cas, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Voilà. Et le 23 mars, je serai à l'ACB. Très bien. Voilà. Donc le 23 mars, tu seras à l'ACB, tu vas présenter tes livres. Je vais présenter surtout le dernier livre parce que les 2 autres, je les ai déjà présentés. Destin brisé. Destin brisé. Eh bien, merci d'être venu dans le graffiti. Merci pour et bonne continuation. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.